Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 11 octobre 2017. C'est parti pour Accès Direct, 30 minutes d'actualité et d'information avec mes invités. Au programme ce soir, on va parler du Grand Bivouac avec Guy Chomreuil, président fondateur du festival. J'aurai également le plaisir d'accueillir Miss Pays de Savoie Marie Martin. Et en fin d'émission, on aura Julien Segretin qui viendra nous raconter sa tentative de record du monde en paddleboard. N'oubliez pas, cette émission, c'est aussi la vôtre. N'hésitez pas à réagir et interagir sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. On commence avec le JT. Pauline, bonsoir. Bonsoir Seb. Bonsoir Monsieur Guy Chomreuil. Bonsoir. Pauline, le JT de ce soir, au programme, le Cirque du Soleil qui s'intéresse aux insectes. Exactement, ce sera du côté de Genève. Jean-Paul Crespi a assisté aux dernières répétitions. Alors il faut savoir que la troupe débarque sur sa deuxième étape de sa tournée européenne. Ils seront en tournée jusqu'à décembre 2018. Et là, du côté de Genève, ils sont là jusqu'à dimanche soir. Donc tu l'as dit, ça s'intéresse aux insectes et c'est un monde féerique. Vous verrez les images de Jean-Paul Crespi tout à l'heure dans le JT. Et on retrouvera Jean-Paul Crespi pour sa série, puisqu'il s'intéresse cette semaine à la filature harpin. Et oui, deuxième épisode. Aujourd'hui, on s'intéresse au savoir-faire. Alors, cette entreprise, on l'a dit hier, elle est vieille de 200 ans, mais elle mise forcément sur la transmission de ce savoir-faire. Elle a même embauché cette année des jeunes pour justement continuer à travailler le tissage d'antan. Et c'est donc Jean-Paul Crespi qui nous racontera cette histoire. Bon, ça sera donc le JT après cette émission. On passe à la revue de presse. On débute avec un élan de solidarité après l'accident mortel qui a eu lieu ce week-end lors du Rallye des Bauges. Oui, on en a parlé lundi. Alison et Romain sont donc morts dimanche alors qu'ils participaient au Rallye des Bauges. Alors c'était la vive émotion du côté des pilotes aussi. Ils sont deux jeunes Savoyards. Ils étaient parents d'un petit garçon de 13 mois, Ezio. La communauté des pilotes s'est donc mobilisée. Elle a créé une cagnotte. Sur Internet, vous tapez dans les recherches cagnotte pour Ezio et vous trouvez. Il y a pour l'instant plus de 20 000 euros qui ont été récoltés. C'est conséquent. Les obsèques d'Alison et Romain seront célébrées vendredi à 16h30 à Épierre en Savoie, où les drapeaux d'ailleurs de la mairie ont été mis en berne. Et puis du côté d'Avoria, un nouveau festival pour 2018. Oui, ce sera du 15 au 19 janvier. À la station accueillera le festival Sauveteur de l'Extrême. Alors c'est le premier événement qui est dédié au sauvetage en montagne et Dieu sait qu'on en parle tous les ans. L'opération devrait permettre d'ouvrir les coulisses du monde de secourisme avec au programme des démonstrations, des litreuillages, de recherche avec des chiens d'avalanche, des manœuvres de cordage, des ateliers météo, des visites d'engins et des découvertes du matériel d'intervention. 2 journées seront également consacrées aux professionnels dans le cadre du salon Extreme Rescue Event pour découvrir ce qui se fait de mieux dans les domaines de la prévention et de la sécurité. On ira sans doute y faire un petit tour. Avec plaisir. Et Seb, j'ai complètement zappé de noter ce dont tu allais parler. Le premier sujet que je voulais aborder dans cette revue de presse, c'est ce matin une évacuation du côté du campement de l'école Saint-Joseph à Annecy, une école située rue des Alpins à Annecy. Donc une décision de justice qui fait suite à la demande du diocèse d'Annecy, propriétaire des lieux, car d'après Emmanuel Blanc, le vicaire général, ces personnes vivaient dans cet endroit insalubre, dans des conditions d'hygiène très très précaires depuis maintenant plus de 2 ans. Il faut savoir qu'un diagnostic social avait été effectué par la direction départementale de la cohésion sociale pour reloger cet été une vingtaine de personnes. Sachez surtout que sur les 71 personnes délogées ce matin, 59 dont 28 enfants se sont vus proposer une solution d'hébergement. Il y avait également sur place des membres du collectif Urgence Rome qui ont dénoncé une évacuation qui a eu lieu par surprise. De son côté, la préfecture a annoncé que cette évacuation s'était déroulée sans aucun problème et dans le calme. Et on aura l'occasion d'en parler dans le JT. Et puis je te laisse te lancer également sur le deuxième sujet puisque je l'ai oublié. On va parler sport avec une Savoyarde sur le toit du monde. Retenez ce nom, Nouria Newman, sacrée championne du monde de kayak extrême en Autriche. Le kayak extrême, c'est une discipline assez spectaculaire. Nouria Newman, 26 ans, s'impose devant la Hollandaise Martina Wegman et la Britannique Jennifer Crimes. La Plagnarde remporte là une 2e médaille en 2 ans, après l'argent l'an dernier. Une future invitée ? Pourquoi pas, on n'en parle pas assez. Merci Pauline pour cette début d'émission. On te retrouve tout à l'heure pour le JT de la rédaction. Et tout de suite, on passe à notre invité du jour. Guy Chomreuil, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on vous a invité pour parler du Grand Bivouac qui fait son retour à Albertville à partir du 19 octobre pour 4 jours de festivités. On rappelle un petit peu le principe et la vocation de ce festival. Très vite, tenez par exemple, il y a 20 millions de jeunes européens qui voyagent chaque année dans le monde. Il y a des milliers et des milliers de jeunes Français qui voyagent. Et puis, chaque année, tout autour du monde, il y a des scientifiques, des écrivains, des explorateurs, des grands porteurs, des réalisateurs de documentaires.
Et on en réunit une centaine pendant 4 jours à Albertville pour des conférences, des projections, des ateliers pour comprendre le monde. Alors, comprendre le monde, on va se dire, oh là là, on va se prendre la tête, pas du tout. Hein, c'est une fête, mais c'est une fête du monde vivant. Je dirais presque, sans vouloir vous froisser, que c'est complémentaire à ce qu'on voit tous les soirs dans les journaux télévisés, hein, où c'est souvent un petit peu resserré, forcément. Et là, on a le temps d'aller en Amérique latine, en Russie, aux États-Unis, dans tous les coins du monde, comprendre un petit peu avec du temps et auprès de spécialistes qui reviennent de ces terrains-là, ce qu'est le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous évoque, le voyage? Ah, le voyage. Oh, j'ai une formule, je vais vous la donner, mais elle est un peu sibylline. Le voyage, c'est une série de petits riens qui, au bout du compte, vont peut-être dire un jour quelque chose. Comprenez-moi, c'est-à-dire que le voyage, c'est d'abord la rencontre avec l'autre. C'est des petites choses qui, peu à peu, vous font comprendre ce qui se passe loin de vous, loin de la France, etc. Et vous en revenez, vous ne savez pas toujours avec quoi. Et puis, ça turbine et vous vous rendez compte que vous êtes enrichi. En fait, le Grand Bivouac, pendant 4 jours, on s'enrichit. Et on repart chez soi avec des portes ouvertes quoi, sur des sociétés, des populations, des gens comme nous qu'on ne connaissait pas et qui sont parfois dans le dénuement, parfois dans la richesse, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on repart enrichi de tout ça, quoi. On vous sent passionné dans ce que vous racontez. Oui, passionné parce que, bon, à la fois j'ai beaucoup voyagé, mais aussi parce que, pour tout dire, moi j'ai été longtemps journaliste et si je n'avais pas été journaliste, j'aurais été instituteur. Alors peut-être que c'est un peu la même chose quand même, hein. C'est un peu alors, la pédagogie, on dit que la pédagogie mais la pédagogie c'est transmettre des choses. Donc c'est vrai que avec le Grand Bivouac, on a le bonheur avec l'équipe et les 250 bénévoles de transmettre à 32 000 personnes. Il faut savoir que c'est un moment de pub, mais c'est important de le dire. Il y a 2 événements en France comme ça, qui font ça. Étonnant voyageur de Saint-Malo, près de la mer, et Albertville, ça on ne sait peu. Dans les montagnes. Hein, dans les montagnes. Vous avez choisi comme thème pour cette année nos nouvelles Odyssées. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous n'étiez pas né, moi non plus. Il y a 3000 ans, Homère écrivait le poème, évidemment, l'Iliade et l'Odyssée. Et Ulysse a eu beaucoup de mal à retrouver sa bien-aimée, qui s'appelait d'ailleurs Pénélope. On se pose la question, 3000 ans après, c'est quoi une Odyssée aujourd'hui? Quand vous venez ici, dans les embouteillages, ou pas d'ailleurs, mais quand dans votre vie quotidienne, c'est quoi une Odyssée? On en trouve. Par exemple, le jeune Eladj Touré, qui est un des invités vedettes de cette édition, lui, il vient des banlieues et il a trouvé son paradis, enfin ses portes d'ouverture, en parlant, en prenant la parole, avec des travaux sur l'éloquence, etc. C'est des destins incroyables, ça. Donc ça, c'est une odyssée. Alors on va dire que c'est des petites odyssées, c'est pas Ulysse, mais c'est nos odyssées à nous. Un peuple qui cherche à se libérer en Amérique latine, c'est une odyssée. Des gens qui cherchent à échapper un petit peu au couvercle que met Poutine sur la Russie et qui partent un week-end faire de la montagne et se taper la cloche, pardonnez-moi l'expression, et faire de la varap, c'est une odyssée. Donc aujourd'hui, on cherche à savoir, c'est quoi la vôtre, c'est quoi la mienne. Cette année, un des invités d'honneur, Sébastien Destremo, navigateur, 18e du dernier Vendée Globe. Oui. Et dernier. Mais oui. bon, il a réussi à le finir, c'est pas donné à tout le monde, donc on va oublier la parole de Lanterne Rouge. On peut dire que c'est le voyageur par définition, le navigateur. Oui, parce qu'on va dire, mais le Grand Bivouac, c'est l'aventure sportive. Oui et non. Sébastien Destremo, pourquoi il nous a plu? C'est qu'il arrivait dernier, d'accord? Mais en fait, vous l'avez constaté vous-même, c'est un de ceux qui a fait le plus parler de lui. Il y avait des milliers de personnes pour l'accueillir. Il a vécu une entreprise, une expérience personnelle très forte. En plus, lui, il vient de loin. Il n'était pas du tout destiné à être une vedette. Donc, il y a une revanche aussi. Et Sébastien Destremo sera notre invité qui clôturera le festival le dimanche après-midi. Alors, vous ne changez pas une recette qui marche, puisqu'on retrouvera, comme chaque année, des projections de films sur la thématique, entre autres, du voyage. Oui. Vous avez des petits coups de cœur pour cette année? Vous en avez parlé d'un, Destremo. Les nouvelles Odyssées, dès vendredi, en fait, on ouvre et on ferme par 2 grands temps. Vendredi, ce sera une rencontre avec 7 grands invités sur le thème exactement les nouvelles Odyssées. C'est le vendredi après-midi. Et puis, un coup de cœur, oui, pour un film, Samuel dans les nuages. Il n'a jamais été diffusé en France. Il est diffusé le vendredi soir. Ça s'appelle Samuel ou l'appel des Andes. Et là, ça va être passionnant. C'est un type qui est sur un refuge, au-dessus de La Paz.
où la neige s'en va, et il ne sait pas si c'est le réchauffement climatique ou si c'est l'esprit de la montagne qui se réveille. Moi, je pense que c'est un peu les deux. C'est formidable. On va d'ailleurs regarder un extrait d'un autre film projeté, Oui. Surfing the Line. Oui. Décompte, radis, salade, poireaux. Incroyables images. Ouais, on a un amour inconsidéré pour ces gens, qui sont, pour certains de la région d'ailleurs, hein, et qui sont à la fois clowns, ingénieurs, hein, c'est-à-dire tout ça c'est monté avec de l'ingénierie, et en fait qui pose le problème du risque. Et puis juste un dernier mot sur un coup de cœur, un autre coup de cœur, c'est la musique des étrangers. C'est un orchestre de 50 musiciens qui longe la route de la soie et qui révèle en fait qu'on peut s'entendre à travers le monde et au-delà des frontières par la musique. Ça aussi, c'est un de très beaux coups de cœur. C'est le jeudi et c'est le dimanche. Alors le Grand Bivouac, c'est aussi des conférences. Oui. Cette année, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, de particulier, de prévu? Alors là, je vais faire retomber un peu l'ambiance, désolé, mais par exemple, c'est vrai qu'on a une conférence sur les migrants. Comment voulez-vous qu'on n'aborde pas avec le thème Nos nouvelles odyssées, les migrants? Mais il y a aussi, et je l'ai dit dès le vendredi, cette conférence avec 7 invités sur c'est quoi nos nouvelles odyssées. En fait, c'est la première fois qu'on qu'on consacre une conférence complète, donc le vendredi après-midi, au thème même, il était temps d'ailleurs, du festival. S'il fallait résumer le Grand Bivouac en quelques mots, l'état d'esprit du Grand Bivouac? C'est chaleureux, c'est fort, on ressort, comme on dit, avec la banane, et on ressort avec l'idée que la fraternité, c'est pas totalement impossible dans le monde aujourd'hui. J'ai vu aussi une initiative sympathique sur votre site avec l'opération Adopte un bénévole, ou Oui. une espèce de sorte d'appel au couchsurfing. Mais oui, bien sûr. Alors à la fois pour les populations locales, bien sûr, d'Albertville, etc., adoptent des bénévoles. On en a 250 et ils arrivent de partout aujourd'hui, de toute la France. Bah ouais, il faut les loger. Donc effectivement, dernier appel pour pouvoir, dernier appel avant le départ, pour pouvoir loger tous ces gens-là. On rappelle les dates et le lieu donc de ce Grand Bivouac 2017. Voilà, 19 au 22. Le 19, ce sont des projections simples. Le village ouvre à partir du 20 au matin, 20, 21, 22 et jusqu'au 22 au soir. Et le site, hein, www.grandbivouac.com. On réserve, c'est mieux, on arrive, on a nos billets. On est cool, on s'est garé et on s'installe comme moi ce soir dans le fauteuil. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. On vous souhaite bonne édition 2017. Je vous invite à regagner la régie. Merci beaucoup. J'accueille à présent Monsieur Julien Segretin. Voilà, un grand plaisir de vous accueillir à nouveau, Julien, puisqu'on s'était vu il y a quelques semaines avant votre grand départ. On parle là de paddleboard avec une tentative de record du monde. Déjà, tout d'abord, rappelez-nous un petit peu en quoi consistait cette tentative de record du monde en paddleboard. Alors, la tentative, réalisée par un homme sur une planche de paddleboard, donc en partant de Vintimille, au nord de l'Italie, et en tentant de faire la plus longue distance. Alors, on va le dire tout de suite, vous n'avez pas battu ce record précis, mais vos efforts n'ont pas été vains, puisque vous en avez quand même battu d'autres, voilà, qui sont en passe d'être validés par le qui est en train d'être homologué auprès du Guinness. Donc, le Guinness est en train d'homologuer la plus longue distance en rescue board. Donc, c'est une planche de sauvetage en mer que les sauveteurs utilisent pendant des interventions. Alors, vous n'avez pas été épargné pendant tout au long de cette aventure. Pas du tout. Ça a commencé dès le départ, dans la nuit du 3 au 4 septembre. C'est ça. Dès le départ, j'ai été emmené vers le large. Des vents m'ont soufflé petit à petit. Il était minuit, jusqu'à 1h30 du matin. J'ai été poussé jusqu'au large et je voyais de moins en moins la côte. Donc j'ai dû prendre la décision de sauter de la planche. La planche était accrochée à mon pied et de nager pendant 1h30 en crawl en plein milieu de la nuit. 1h30. Dès le début? Dès le début, j'ai été emmené au large et impossible de revenir avec les mains. Donc sachant que j'avais une grande prise au vent, j'ai dû m'immerger et revenir en crawl. Alors, on voit les images, on n'a pas précisé. La position de rame n'est pas tout à fait naturelle. Elle n'est pas du tout naturelle. On travaille beaucoup sur les lombaires, comme on voit. Voilà, ma position est très, très insoutenable. 13 heures de rame par jour.
c'est assez compliqué. Surtout que voilà, on est uniquement sur des muscles qui n'ont pas l'habitude de soutenir un poids et de travailler toute une journée, contrairement aux jambes. Voilà, c'est assez compliqué de ramer 13 heures par jour. Est-ce qu'à ce moment précis du départ, lors de cette mésaventure du départ, vous vous êtes pas dit dans quelle galère je me suis embarqué là? Je me suis dit, ouais, clairement, l'idée de dire pourquoi, mais quelle galère, ça va être comme ça pendant 7, 10 jours, mais jamais l'idée d'abandon. L'abandon n'est jamais apparu dans mon esprit. Alors, on s'était vu, donc je l'ai dit en début, quand vous êtes arrivé, je vous avais rencontré avant le départ, C'est ça. et vous m'aviez dit, l'inconnu, la grosse inconnue, c'est la météo. Et malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Le fait de ne pas pouvoir maîtriser les éléments, donc la météo, ça rajoute de la frustration. Alors non, justement, moi je l'ai vu plutôt comme une excitation parce que le fait d'avoir des inconnus comme celle-ci, donc la météo, est très intéressant de se dire que demain je vais me lever et 6h30 du matin, je ne sais pas ce que je vais avoir comme journée. Est-ce que ça va être super intéressant, je vais avoir du vent de dos et je vais avancer, alors que finalement non, c'était le contraire, j'avais du vent de face. Mais je trouve ça plutôt excitant. Moi, c'est ce qui m'intéresse en fait dans ces challenges, c'est explorer l'inconnu. Alors, après ce départ un petit peu compliqué, vous avez eu une grosse frayeur du côté des Saintes-Maries-de-la-Mer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, alors en fait, du vent à 90 km/h s'est levé, c'était prévu hein, à la radio. On avait entendu que du vent allait se lever, mais forcément, je ne pouvais pas arrêter et il fallait que je rame tous les jours. Et du vent de 90 km/h m'a en fait amené petit à petit vers une barre rocheuse jusqu'à en fait m'écraser sur cette barre rocheuse, une digue de protection. Et donc j'ai cassé donc la planche, donc le dessous de la planche s'est éventré ainsi que l'aileron. Moi, ma première idée quand je suis arrivé sur ces rochers, ça a été de protéger la planche. C'est voilà, une idée un peu matérialiste au final, hein. On se dit on protège le matériel avant nous. Et moi, à des vagues de 5 mètres, en fait, on commençait donc à m'écraser 2, 3 fois sur les rochers. Et j'ai pu, en me hissant, me mettre derrière les rochers, me protéger. Et à ce moment-là, une énorme vague est passée par-dessus moi à 5 secondes près. J'ai eu beaucoup de chance parce que les vagues en fait, ont tendance à nous écraser contre les rochers et on tape régulièrement la tête. Donc j'ai eu beaucoup de chance, je me suis protégé et j'ai sorti la couverture de survie parce que je commençais à tomber en hypothermie. Est-ce que vous avez craint pour votre vie lors de ces quelques jours, notamment lors de ces événements Lors un de petit cet peu compliqués? épisode-là, j'ai craint pour ma vie ouais, sur deux moments. Voilà, mes parents se sont très très inquiétés même à certains moments. Oui, clairement, je me suis dit, là, Julien, fais pas de bêtises parce que là t'engages quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'à un moment donné, alors vous l'avez dit, vous n'avez pas songé à abandonner, Non. mais qu'est-ce qui vous a fait tenir justement? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, bah voilà, j'ai commencé, je n'abandonnerai pas? L'envie de réussir, l'envie d'aller jusqu'au bout. Je suis quelqu'un, quand je me fixe un projet, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et l'idée d'abandon n'en était même pas pensable. Pour moi, c'est pas une issue de secours. Si j'abandonnais, c'était pas, voilà, je me disais non, c'était pas possible. C'était aller au bout. Du côté de Monaco aussi, il me semble que ça a été compliqué avec les gardes-côtes. Alors, Par aussi. c'était plus vers Bormes-les-Mimosas, un petit peu après Monaco. Les gardes-côtes m'ont interdit en fait de me poser sur la côte parce que c'était une plage privée. Il y a aussi également la résidence présidentielle du Fort Briançon. Toute cette zone-là est ultra privatisée et ils m'ont interdit, excusez-moi, de me poser. Et en m'insultant et en me disant, voilà, on va te mettre 15 000 € d'amende si tu te poses ici. Ah oui, quand même. Et donc je suis resté comme ça pendant de 7h du matin jusqu'à 20h sans pouvoir manger, dans toute cette zone-là avec beaucoup de vagues. Et mon assistance terrestre s'est forcément inquiété parce que mes batteries de ma montre GPS se sont éteintes, j'avais plus de batterie. Donc ils ont appelé les pompiers et les pompiers sont intervenus en hélicoptère juste à mon arrivée sur la plage publique. C'était une intervention pour rien, mais ils sont intervenus en hélicoptère. Est-ce que vous attendiez franchement, le plus sincèrement possible, à autant d'embûches lors de cette traversée? Je pensais que physiquement ça allait être très dur, que voilà, mon corps allait être blessé, finalement ce qui ne s'est pas fait. Mais je ne pensais pas que j'allais avoir autant d'embûches météorologiques et aussi d'avoir des embûches comme celle-ci de personnes qui m'interdisent de me poser sur le littoral. Ça, je ne pensais vraiment pas. Qu'est-ce qui a été le plus dur lors de cette navigation? Le plus dur, c'est de garder toujours ce rythme le matin, de se lever à 5 heures, de se dire que je vais ramer pendant 13 heures jusqu'à 22 heures le soir. C'est quand même avoir un certain rythme assez soutenu. De se dire qu'on est loin de ses proches, loin de sa famille, que sa famille s'inquiète, ça c'est très dur. Le fait d'avoir sa maman au téléphone qui est très mal, ça c'est compliqué à vivre. Alors, j'imagine que malgré tout, il y a eu des belles choses. Il y a eu des très belles choses. Il y a eu des très belles choses. Malgré les difficultés, raconte-nous un petit peu ce que vous avez gardé, ce que vous regardez de cette aventure.
De très très bons souvenirs, de magnifiques paysages. Clairement, je suis allé dans des endroits où principalement personne ne peut aller, à part en canoë ou en bateau. Une expérience humaine, à la fois une expérience sportive et une expérience humaine, parce que comme je vous l'ai précisé, j'avais une assistance terrestre qui m'accompagnait, et c'est des personnes qui sont, je les remercie, hein, qui m'ont accompagné tout le long, et grâce à eux, j'ai pu faire ce challenge et j'ai pu me rapprocher aussi d'eux. Vraiment une expérience humaine très très forte. Justement, le fait d'être accompagné par une équipe logistique, alors il me semble bien il y avait un préparateur physique, C'est quelqu'un ça. qui s'occupait de vos repas. C'est ça. Ça a dû rendre les moments de repos encore plus appréciables. Bien sûr. Le moment de repos, quand on arrive le soir à 21h30, 22h, on l'attend avec impatience, se dire qu'on a la petite sœur qui est là, qui va nous faire un petit massage, le coach qui va nous préparer un petit repas, bon, manger des pâtes, hein. Les petits mots de soutien qui nous disent allez Julien, demain tu repars, t'es à la moitié, il te reste 2 jours, etc. Ces petits mots-là, ça nous permet de se dire que voilà, on va le faire et ça soutient. C'est un soutien moral qui est très très important. Est-ce qu'on a le temps et est-ce qu'on a l'envie d'admirer un petit peu les côtes, le paysage? Alors bien sûr, même si la position, comme vous le voyez, bon là j'étais rarement sur le ventre, la position n'est pas adaptée pour voir le paysage, mais je me suis quand même accordé certains couchers de soleil ou certains moments où vraiment j'ai pu observer de magnifiques endroits. J'ai même pu rentrer dans des grottes, à des endroits un peu dans des calanques, etc. Très 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 jolis. C'était des endroits que vous connaissiez? Pas du tout. Donc forcément, Pas du c'est tout. encore plus C'est sympa. encore plus sympa et c'était ce qui m'intéressait, c'était aussi la découverte. Découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles horizons et c'est ça qui fait l'aventure. Alors, on devait recevoir un Miss Pays de Savoie qui n'est pas encore arrivé, donc je vais vous garder si ça vous dérange Bon, il pas. n'y a pas de souci. Alors, je ne l'ai pas dit, vous êtes à votre âge de 22 ans, vous Oui. êtes étudiant en alternance et vous êtes un homme de défi, puisqu'on le rappelle, hein, vous avez fait plusieurs défis, notamment en course à pied. Est-ce qu'il y a déjà des idées pour d'autres challenges à l'avenir? Oui, il y a une idée. Elle est en train d'être écrite, cette idée, mais pour vous dire quelques mots sur le prochain challenge, c'est un challenge qui va allier sport et survie. Voilà, on va pas rester que sur un peu comme finalement celui-ci, mais moi je pensais que celui-ci allait être plus sportif que de la survie. Mais voilà, ça va être un challenge et je vais m'associer avec une personne qui est un designer et qui va lancer sa marque de vêtements. Et donc on va associer nos deux compétences et pour le lancement de sa marque, on va faire un challenge sportif en embarquant la marque de vêtements. Un mot sur le volet caritatif de cette traversée, Bien sûr. puisque vous avez fait tout ça notamment pour Handicap International. Oui. Alors pour Handicap International, on a une montre que j'ai embarquée. Donc cette montre-là, comme vous voyez, c'est une montre haut de gamme qui va être lancée, la marque s'appelle Hexagonal. Et cette montre, une édition limitée a été faite. Donc 7 montres sont produites avec mon logo et le parcours qui est gravé sur la montre. Et cette montre, en fait, les bénéfices elle va être vendue et tous les bénéfices, vont être reversés à Handicap International dans les prochaines semaines. Donc pour le moment, elle n'est pas vendue. On va organiser une vente aux enchères et on va vendre donc cette montre pour reverser tout ça à Handicap International. Vous avez eu énormément de succès sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Je vous suivais quotidiennement. Oui. Vous avez été étonné de recevoir autant de marques de sympathie, d'amis et de gens que vous ne connaissiez pas forcément? J'ai été étonné. J'ai découvert des personnes aussi qui m'ont soutenu alors que je ne les connaissais pas. Grâce aussi à vous, hein, grâce aux médias, grâce à tout ça. J'ai été très surpris. Le nombre de messages que j'ai reçus, c'est juste énorme. J'ai mis une journée pour répondre à tous les messages qu'on m'a envoyés. Donc après le challenge, vraiment, c'est à la fois c'est un soutien moral qui est important, mais aussi à la fois ça met une certaine pression de se dire qu'il y a autant de personnes, qu'il y a 5, 6, 7, 10 000 personnes qui ont vu notre vidéo. On se dit oulala, mais faut pas que je me plante, faut que j'aille au bout. Et il y avait une communication qui était maîtrisée puisque tous les soirs, on avait droit au petit débrief de la journée. On avait le droit à des petits débriefs, bon, dans la qualité qu'on avait, hein, bien sûr. On avait des lives Facebook qu'on organisait tous les soirs et on publiait aussi tous les jours 1 ou 2 photos parce que voilà, j'avais un photographe qui était avec moi ainsi qu'un pilote de drone qui nous faisait des plans. Voilà. Et un after movie, en fait, une vidéo est en train d'être réalisée qui va être publiée dans quelques jours pour vous raconter un peu l'histoire du challenge en vidéo. Si c'était à refaire, Je le referai, ouais. Bien Malgré les difficultés, bien sûr, sans il hésitation. n'y a rien qui vous a fait regretter à un moment donné Non. cette aventure? Non, non. Si, mes parents, l'inquiétude de mes parents. C'est le seul point je me suis dit, oui, il faut faire attention parce que tes parents, faut les protéger aussi. Me protéger, bien sûr, dans ce challenge, hein, mais les parents, ouais, c'est la seule chose que je me suis dit,
là, ils ont très peur, fais attention à eux. Cette aventure, est-ce que selon vous, elle vous servira dans votre vie future, professionnelle et plus personnelle? Bien sûr. Elle m'a apporté énormément de choses. Le fait de sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est important, pas seulement dans le sport, mais aussi dans le milieu professionnel, privé, etc. C'est très intéressant. Et aussi le fait d'avoir rencontré tellement de personnes, tous les partenaires, toutes les personnes qui m'ont soutenu, ça m'apporte énormément, vraiment, dans le futur. On l'a pas dit, on l'a pas précisé, en plus de la position difficile, la paddleboard, c'est quelque chose que vous ne maîtrisiez pas du tout. Pas du tout. Ça aussi, ça faisait partie du défi que vous êtes lancé? Ça faisait partie du défi. Le rescue board, donc exactement, même si le paddleboard en fait a plusieurs familles et à l'intérieur, donc il y a le rescue board. Je l'ai découvert il y a 1 an, tout pile, donc en septembre 2015. Oui, de l'année passée, oui, excusez-moi. Et donc j'ai découvert le rescue board et je me suis laissé 1 an d'entraînement sportif, de coaching, d'entraînement sur le lac du Bourget. Forcément, le lac du Bourget n'a pas du tout les mêmes conditions, n'a pas les mêmes vagues, n'a pas les mêmes vents, n'a pas les mêmes courants que la mer. Et je me suis donné donc 1 an, donc en me rapprochant des partenaires, de spécialistes de la mer, de personnes qui connaissent cette discipline. Il faut savoir que c'est une planche qui n'est pas du tout stable. C'est une planche Ouais, ça a l'air. qui tourne, voilà, on peut voir là, sur la photo justement, elle est très très arrondie. Pourquoi elle est arrondie? Pourquoi elle n'est pas du tout stable? En fait, sachant que c'est une planche de sauvetage, on peut voir il y a des sangles noires qui sont sur la planche. Quand une personne est en détresse, qui est une victime, le sauveteur va approcher de la personne, va retourner volontairement la planche. La personne va s'accrocher sur les sangles et mécaniquement en fait, va retourner la planche et la personne va se retrouver donc, voilà, mécaniquement tout simplement dessus et va pouvoir revenir après avec le sauveteur sur la berge. Merci en tout cas, Julien, d'être venu sur ce plateau pour nous raconter cette superbe aventure. Merci à vous. On voit que vous avez vraiment vécu de beaux sentiments, de belles émotions. On espère avoir de vos nouvelles très rapidement pour ce nouveau défi qu'on espère que vous réussirez. Merci. Bien sûr. Merci à toi, Sébastien. Pauline, tu es de retour sur ce plateau. Ah oui, c'est Miss Pays de Savoie, je vais venir la remplacer. Alors, le JT, après cette émission, au programme. Alors au programme, le Cirque du Soleil exactement, qui est du côté de Genève. Les représentations commencent ce soir et se terminent dimanche soir. Alors c'est une représentation qui parle des insectes, donc c'est assez féerique. Là on voit quelques images des dernières répétitions. Il faut savoir qu'ils ont commencé leur tournée d'Europe il y a très peu de temps, c'est la 2e date seulement et ils seront en tournée jusqu'en décembre 2018. Donc il reste encore des places si vous voulez y aller, si ça intéresse nos téléspectateurs. Il reste encore des places du côté de Genève et c'est Jean-Paul Crespi qui a assisté à ces dernières répétitions et a découvert tout à l'heure dans le JT. Assez curieux comme représentation. Oui, c'est un peu. Ça fait très dessin animé. Ça fait très dessin animé, mais apparemment Jean-Paul m'a dit au téléphone que c'était assez impressionnant. Et puis le 2e épisode de la série de Jean-Paul Crespi sur la filature harpe. Oui, 200 ans d'histoire et aujourd'hui on s'intéresse au savoir-faire. Donc cette entreprise qui est très vieille, l'idée c'est de continuer à passer un peu ce flambeau de transmission de savoir-faire. Ils ont embauché des jeunes pour justement pouvoir un petit peu suivre que l'entreprise se perpétue par rapport au tissage. Donc Jean-Paul Crespi nous racontera cette histoire, sachant que le fondateur, celui qui est encore à la tête de l'entreprise, devrait peut-être bientôt partir à la retraite. Donc le savoir-faire et la transmission de savoir-faire, c'est assez important et ce sera demain son portrait de ce monsieur d'ailleurs, mais aujourd'hui donc ce sera le savoir-faire. Merci Pauline pour ces titres qui nous mettent en haleine pour ce JT. Tout de suite après cette émission, c'est fini pour ce soir. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Rendez-vous demain à partir de 18 h pour une nouvelle édition d'Accès Direct avec notamment Virginie Duby-Muller, députée de Haute-Savoie, et Mathieu Hutin, président d'H2O, la nouvelle radio du lac d'Annecy. Passez une très bonne soirée sur 8 Mont-Blanc.